Dans l'histoire du crime, il y a ceux qui font le bruit et ceux qui font les plans. Vous connaissez Ridouane Taghi, l'ennemi public numéro 1. La terreur, la violence brute. Mais la violence n'est rien sans logistique. Voici l'homme qui n'existait pas. Le fantôme qui a transformé une bande de quartier en multinationale du meurtre. Il pensait être intouchable. Il avait tort. Medellín, en Colombie, le 7 février 2020, à 6 heures du matin. La ville dort encore. Le soleil commence à peine à lécher les collines. L'air est déjà tiède, 24 degrés. Pas un seul nuage. Dans le quartier résidentiel de Sabaneta, au sud de la ville, tout est calme. Des chiens errants, une boulangerie qui ouvre ses volets, un gardien de nuit qui termine son shift. Au 4e étage d'un immeuble sans histoire, appartement 402, un homme se réveille. La cinquantaine, avec une barbe grisonnante, un visage creusé, il a perdu du poids, beaucoup de poids. D'ailleurs, si on le croisait dans la rue, on penserait certainement à un prof de maths à la retraite, peut-être même à un comptable. Et quelque part, on n'aurait pas totalement tort. Parce que cet homme-là, ce reclus, qui ne sort pratiquement jamais de son appartement, qui se fait livrer sa nourriture par des coursiers, qui vit entre 4 murs comme un prisonnier volontaire dans sa propre planque, c'est l'homme le plus recherché d'Europe. Son nom, Saïd Razouki. Et dans exactement 45 minutes, sa vie de reclus va prendre fin. Mais avant d'en arriver là, il faut que l'on comprenne quelque chose de fondamental. Dans la nébuleuse de la Mokromafia, cette organisation criminelle née dans les quartiers populaires des Pays-Bas, qui a mis l'Europe à genoux avec des tonnes de cocaïne et des exécutions en pleine rue, maintenant, vous savez, vous êtes même incollable, tout le monde connaît Ridouane Taghi, le boss, le visage, celui que le média adore détester. Taghi, c'est le feu, l'impulsivité, la violence brute. Mais derrière chaque incendie, eh bien, il y avait quelqu'un qui a posé la mèche, calculé la trajectoire du vent et vérifié que personne ne regardait. Ce quelqu'un, c'était Saïd Razouki. Le cerveau, le stratège, le type que personne ne connaît et que personne n'a jamais vu, et dont même les flics n'avaient qu'une seule photo, pixelée, vieille de 20 ans. Pendant des années, les journalistes d'investigation fouillaient les archives, retournaient les bases de données, et tombaient sur rien. Un trou noir, comme si ce mec n'avait jamais existé. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Donc vous voyez, dans le crime organisé, il y a 2 types de profils. Nous avons les lions et les renards. Les lions, eux, rugissent, marquent leur territoire et finissent toujours par se faire repérer. Les renards, eux, avancent dans l'ombre. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne veulent pas qu'on prononce leur nom dans la rue. Ils veulent juste une chose, le contrôle. Et Razouki, c'est le renard ultime. Pas de photos sur les réseaux, pas d'anecdotes de quartier, pas de surnom flamboyant, juste un alias discret en Colombie, Moz. Et une réputation murmurée dans les cercles les plus fermés du narcotrafic international. Ce mec-là, tu ne le vois jamais, mais c'est lui qui décide. Et cette obsession de l'invisibilité, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une stratégie. Parce que dans un empire où tes associés tombent les uns après les autres, balles dans la tête en plein Amsterdam, arrestation spectaculaire, repenti qui balance, le seul moyen de survivre, c'est de ne pas exister justement. Pendant que Taghi accumulait les ennemis et les gros titres, Razouki, lui, gérait. En silence, les flux d'argent, les contacts avec les intermédiaires colombiens, les lignes cryptées, les téléphones Sky ECC et IronChat qui crachaient des ordres à travers les continents, un PDG de l'ombre littéralement. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que lorsqu'on regarde la structure de cette organisation, et on va y revenir en détail ensuite, on réalisera que sans Razouki, Taghi n'est qu'un chef de guerre sans logistique, un général sans quartier-maître. Mais
On peut avoir toute la brutalité que l'on veut, si personne ne gère les comptes, les routes, les intermédiaires, eh bien finalement, on n'a rien. Donc, on peut être un dealer de quartier avec des ambitions de cartel. Razouki, c'est lui qui a transformé une bande d'Utrecht en multinationale du crime. Et pour comprendre comment un gamin discret d'Overvecht, un quartier populaire d'Utrecht, loin des cartes postales, est devenu le coordinateur de l'une des organisations criminelles les plus violentes d'Europe. Il faut remonter au début, bien avant Medellín, bien avant les meurtres, bien avant les millions. Il faut retourner à Utrecht, dans les années 90, là où tout a commencé. Et croyez-moi, ce qu'on va découvrir, c'est que le monstre ne naît jamais là où on l'attend. Utrecht, fin des années 80, début 90. On est loin des canaux pittoresques du centre-ville et des cartes postales pour touristes. Direction Overvecht, quartier nord-est. Des barres d'immeubles, dalles de béton, familles qui vivent entre deux cultures. Ici, la communauté marocaine s'est installée dans les années 70, portée par les vagues d'immigration ouvrière. Les pères bossent en usine et les mères tiennent les foyers en majorité. Et les gamins, les gamins grandissent entre deux mondes. C'est là que Saïd Razouki ouvre les yeux pour la première fois aux Pays-Bas. Arrivé tout gosse du Rif marocain, à Zitoun, province de Nador, il débarque dans un pays dont il ne parle pas la langue et dans un quartier où la communauté se serre les coudes pour exister. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le petit Saïd n'a rien d'un caïd en herbe. Pas de bagarre dans la cour, pas de défiance envers les profs, pas de casier avant l'âge de 16 ans. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque le décrivent tout de même de la même manière. Discret, presque transparent, le genre de gamin qui s'assoit au fond de la classe, qui observe, qui analyse et qui ne dit rien, mais qui enregistre tout. Un savant silencieux dans un environnement qui allait bientôt produire certains des criminels les plus dangereux du continent. Parce qu'Overvecht, à cette époque, c'est un incubateur, un vrai quartier populaire où sous la surface une économie parallèle s'installe doucement. Le hashish du Rif commence déjà à circuler. Quelques grands frères font des allers-retours entre le Maroc et les Pays-Bas, avec des valises qui ne contiennent pas que des vêtements. Et parmi les gamins du quartier, il y en a qui attirent déjà l'attention. Pas pour sa discrétion, lui. Pour tout le contraire, Ridwan Taghi. Taghi, c'est l'énergie brute, le charisme animal, le mec qui parle fort, qui impose le respect par la présence physique, qui a cette capacité magnétique de fédérer autour de lui. Là où Razouki observe, Taghi agit. Là où l'un calcule, l'autre fonce. Et c'est précisément pour ça que leur rencontre va tout changer. Imaginons cette scène, dans un café anonyme d'Utrecht, début des années 2000. Deux mecs autour d'un thé à la menthe, pas d'alcool, pas de cigares, pas de costume italien, juste deux fils d'immigrés rifains qui ont compris un truc que les flics néerlandais mettront des années à réaliser. Le vrai pouvoir, c'est pas la violence, c'est l'organisation. Taghi a l'ambition, Razouki a la méthode. L'un veut conquérir, l'autre sait comment. Et c'est là que le duo le plus meurtrier de l'histoire criminelle néerlandaise prend forme. Pas dans un palace de Dubaï, pas dans un penthouse de Marbella, dans un café de quartier, entre deux gorgées de thé. Presque banal et terrifiant de banalité. Le basculement réel arrive entre 2012 et 2013. L'événement déclencheur, un vol. 200 kilos de cocaïne qui disparaissent au port d'Anvers. Dans le milieu, c'est quand même un séisme. Quand tu perds un chargement de cette taille, oula, soit tu te couches, soit tu te fais couler le sang. Taghi choisit le sang, évidemment. Mais c'est Razouki qui orchestre la réponse. C'est lui qui identifie les responsables, qui cartographie les réseaux de représailles, qui met en place la logistique, véhicules, armes, planques, communication sécurisée, tout passe par lui. À partir de ce moment-là, les rôles sont gravés dans le marbre. Taghi est le visage, la marque, le nom qui fait trembler. Razouki est l'architecture invisible derrière chaque opération, le filtre unique entre le sommet de la pyramide et les cellules opérationnelles sur le terrain. Il recrute parmi les jeunes d'Overvecht, des gamins comme lui à l'époque, sauf qu'eux, ils seront les soldats, remplaçables, jetables, pendant que le cercle de décision, lui, reste verrouillé, familial. Ses frères Mohamed et Zaki gravitent dans l'orbite. La confiance ne s'accorde qu'au sang. Le système est en place, la machine peut tourner. Et ce qu'elle va produire dans les années qui suivent, c'est une traînée de cadavres à travers les Pays-Bas.
En 2015, les Pays-Bas basculent. Ce qui était encore perçu comme des règlements de compte entre voyous, des faits divers relégués en page 8 des journaux, va exploser à la face du pays tout entier. Parce que la violence change de nature, elle ne se cache même plus. Elle ne se limite plus aux parkings souterrains et aux terrains vagues. Elle frappe en plein jour, en pleine rue, devant des témoins et devant des caméras. Et derrière cette escalade, il y a un système froid, méthodique, industriel. Le système Razouki. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est là que l'on mesure la différence entre un gang de rue et une organisation criminelle digne de ce nom. Quand un contrat est validé au sommet, l'information ne descend jamais en ligne directe. Tagui donne le feu vert, Razouki traduit. Il transforme une décision en opération. Et cette opération, il la découpe en cellules étanches. Le tireur ne connaît pas le chauffeur ne connaît pas celui qui a fourni le véhicule, celui qui fournit le véhicule ne sait même pas pour qui il travaille. Compartimentation totale, comme dans une agence de renseignement. Sauf qu'ici, la mission, ce n'est pas de l'espionnage, c'est de l'élimination. Les véhicules, volés des semaines à l'avance, stockés dans des garages, loués sous de faux noms, équipés de fausses plaques. Les armes, des Glock 17 modifiées, parfois des armes lourdes. Lors de certaines perquisitions, les flics sont tombés sur des lance-roquettes. Des lance-roquettes aux Pays-Bas, le pays des tulipes et des vélos, je me répète. Bienvenue dans la réalité de la mocro-mafia. Et tout ça transite par des écrans, des lignes cryptées. Comme vous le savez, Iron Chat d'abord, puis Sky ECC, ces plateformes de messagerie vendues comme inviolables aux criminels du monde entier. Pour quelques milliers d'euros par an, tu obtiens donc un téléphone modifié, sans GPS, sans caméra, avec un système de communication chiffré de bout à bout. Le rêve absolu pour un homme qui a fait de l'invisibilité un art de vivre. Depuis son écran, Razouki coordonne. Il ne touche jamais une arme, ne monte jamais dans une voiture volée, ne s'approche jamais d'une scène de crime. Il est à des milliers de kilomètres et pourtant ses doigts sont sur chaque détente. Un message, un ordre, un mort. C'est aussi simple que ça. C'est terrifiant. Le dossier Marengo, cette enquête titanesque qui va mobiliser la justice néerlandaise pendant des années, recense les meurtres et tentatives de meurtre directement liés à l'organisation. Et le nom de Razouki revient partout. Pas comme exécutant, jamais, comme l'architecte. Prenons le cas de Hakim Shengashi, abattu en janvier 2017 dans le quartier d'Overvecht. Une vergismourde, un meurtre par erreur. Ce n'était même pas la bonne cible. Les enquêteurs vont reconstituer la chaîne complète grâce aux messages décryptés. Qui a commandé la voiture volée? Razouki. Qui a validé le choix du tireur? Razouki. Qui a organisé l'acheminement de l'arme? Razouki. 800 pages. Le dossier d'accusation fait 800 pages de preuves techniques. Des messages décryptés, des métadonnées, des géolocalisations recoupées. 800 pages qui dessinent le portrait d'un homme qui gérait la mort comme d'autres gèrent une chaîne logistique. Parce que c'est exactement comme ça pour Razouki. Un assassinat, c'est un projet, avec un budget, un calendrier, des ressources humaines et un livrable, le livrable étant un cadavre. Mais la machine a une faille, et cette faille a un nom. Nabil B. Le repenti, le témoin de la couronne, celui qui va faire trembler toute la structure. Nabil B était à l'intérieur, il connaissait les visages, les voix, les méthodes. Et un jour, pour des raisons qui mêlent la peur, le calcul et peut-être un sursaut de conscience, il décide de parler, de tout donner à la police, les noms, les dates, les rôles. Et surtout, il confirme ce que les enquêteurs soupçonnaient sans pouvoir le prouver. Razouki n'est pas un lieutenant, c'est le planificateur en chef, le seul homme qui a une vision complète de chaque opération, de chaque exécution, de chaque euro blanchi. Le prix du témoignage de Nabil B, vous le connaissez, est atroce. Son frère Redouane donc sera assassiné en 2018. Son avocat, Dirk Winserm, sera abattu devant chez lui en septembre 2019. Et même le journaliste star, Peter R. de Vries, confident du témoin, sera exécuté en plein Amsterdam en juillet 2021. 3 morts pour faire taire un seul homme. Une stratégie de terreur absolue pour faire plier la justice. Sauf que cette logique va se retourner. Parce que l'État néerlandais, humilié, blessé dans ses fondations démocratiques, va déployer des moyens sans précédent. La traque devient une affaire d'État. Interpol, Europol, DEA, FBI, la coalition se forme.
Et dans le viseur de cette armada, il y a 2 cibles prioritaires. Taghi, qui sera arrêté à Dubaï en décembre 2019, et l'autre, l'exilé d'Utrecht, celui qui court toujours, celui qui pense que la Colombie est assez loin, assez chaotique, assez corrompu pour le protéger, Saïd Razouki, qui va bientôt découvrir qu'il a tort. Medellín, la ville de Pablo Escobar, la ville où le narcotrafic a ses lettres de noblesse, ses monuments officieux, ses fantômes à chaque coin de rue. Quand tu veux disparaître du radar européen, tu pourrais choisir Dubaï. Celle-ci est trop surveillée malheureusement. La Turquie, trop instable. Le Maroc, trop proche, trop de liens avec les services néerlandais. Mais la Colombie, c'est l'angle mort parfait. Un pays où l'argent achète tout, le silence, la protection et l'identité. Razouki l'a bien compris, avant que l'étau ne se resserre. Les liens avec les réseaux colombiens ne datent pas d'hier. C'est lui d'ailleurs qui négociait les volumes, les prix, les routes maritimes. C'est lui qui servait de pont entre les montagnes sud-américaines et les quais d'Anvers et Rotterdam. Installé en Colombie depuis près de 4 ans, au moment de son arrestation, il n'a pas fui dans la panique, il a anticipé. Il est rentré chez ses fournisseurs. Et là, il faut saluer la performance. Parce que pendant des années, cet homme va vivre à Medellín sans laisser aucune trace. Il utilise une fausse identité, il se fait passer pour un vieil homme d'affaires, profil bas, pas de villa avec piscine à débordement, pas de Lamborghini garé devant un club de Poblado, pas de fête, pas d'escorte, pas d'Instagram, rien de tout ce qui fait tomber les narco-flambeurs. Sabaneta, quartier résidentiel, classe moyenne, le genre d'endroit où les voisins te saluent poliment sans jamais te poser de questions. Il loue un appartement fonctionnel. À l'intérieur, des ordinateurs, des cartes, des téléphones modifiés. Le bureau d'un gestionnaire du chaos qui n'a jamais réellement cessé de travailler. Parce que c'est ça le truc. La cavale de Razouki, ce n'est pas une retraite, c'est un déménagement de siège social. Depuis Medellín, il continue à piloter. Les messages chiffrés partent, les ordres circulent. L'argent transite par les réseaux de Hawala, rebondit sur des sociétés écrans à Dubaï, atterrit dans de l'immobilier au Maroc. La machine tourne à distance, sans accroc. Et pour garantir cette tranquillité, il déploie une stratégie radicale. Coupure totale. Sa propre famille ne sait pas où il est. Ses frères, ses proches, silence radio, parce qu'il sait que c'est par là que les flics entrent. Un seul appel à une mère, un anniversaire, un message de trop à un cousin, c'est toujours l'affect qui trahit. Toujours. Alors il sacrifie tout lien personnel, froidement, comme il fait tout le reste. En parallèle, des pots de vin coulent. Certains éléments corrompus des forces locales reçoivent leur enveloppe pour regarder ailleurs. Dans un pays où un agent de quartier gagne parfois moins en un mois que ce que Razouki dépense en une semaine de course, la tentation est mathématique. L'homme est invisible, protégé par l'argent, l'anonymat et la géographie. Sauf qu'en face, l'étau ne se dessert jamais. Après les assassinats liés au procès Marengo, les Pays-Bas ont changé de posture. Ce n'est plus une enquête criminelle, c'est une guerre. Et cette guerre mobilise des moyens internationaux qui dépassent tout ce que la micromafia n'a jamais affronté. La DIRAN, l'unité d'élite antidrogue colombienne, entre dans la danse. Avec elle, la DEA et le FBI. Mais l'information cruciale vient des Pays-Bas. La police néerlandaise intercepte des messages, recoupe des données et transmet aux Colombiens les coordonnées précises de la cible. Et puis, il y a ce détail qui va tout faire basculer. Un informateur, motivé par les 100 000 € de récompense, contacte les autorités. Il affirme que Razouki se trouve à Medellín. Le FBI lance alors ses propres enquêtes sur le terrain, notamment dans les mosquées de la ville, et leur agent repère un schéma. Chaque vendredi, un vieil homme discret prend un taxi, direction la mosquée de Medellín. Il pensait être invisible sous sa barbe grise, et en réalité, il était observé. Le filet se resserre, une adresse, un étage, un numéro d'appartement, le 402. Alors, le 6 février 2020, la veille du raid, quelque part dans un bureau de Bogota, un officier de la DIRAN valide l'opération. Les forces spéciales sont briefées, les sorties de l'immeuble sont cartographiées, chaque détail est anticipé, sauf un. Personne ne sait exactement comment Razouki va réagir. Est-il armé ? A-t-il un plan d'extraction des gardes du corps ? Avec un homme de ce calibre,
Capable d'anticiper chaque mouvement depuis des décennies, rien n'est exclu. La nuit tombe sur Medellín. L'air est lourd, chargé d'humidité. Dans l'appartement 402, Razuki dort, probablement la dernière nuit de sommeil tranquille de sa vie. Dehors, les hommes de la DIRAN prennent position. Le compte à rebours est lancé. Le 7 février 2020, à 5h47 du matin, les couloirs de l'immeuble sont vides. 4 étages plus bas, un agent de la DIRAN donne le signal. 3 équipes, entrée simultanée, porte principale enfoncée à l'aide d'un bélier tactique. Le bois explose, les cris fusent. Policía y al suelo. Et là, dans la fraction de seconde qui sépare le sommeil de la réalité, Razuki comprend. Des années de cavale parfaite, des millions dépensés en corruption, une discipline de fer, tout ça vient de voler en éclats en moins de 3 secondes. Son réflexe, pas les mains en l'air, pas la reddition, la fenêtre. Pris au piège, Razuki tente le tout pour le tout. Il enjambe le rebord de la fenêtre, cherche une prise, glisse et chute. L'homme qui a orchestré des assassinats chirurgicaux s'écrase lourdement sur le sol en contrebas. Il survit, mais il est blessé. Sa cavale s'arrête dans le sang et la poussière du trottoir de Sabaneta. Des agents le plaquent au sol, les menottes se referment. C'est terminé. Les images de l'arrestation font le tour des rédactions en quelques heures. Et pour la première fois, l'architecte invisible a un visage. Un vrai visage, pas une photo pixelée vieille de 20 ans. Un homme amaigri, barbu, le regard vide, encadré par des agents en cagoule noire. La presse néerlandaise explose. Nos et parole des télégraphes. Tous ouvrent sur la même info. Le bras droit de Taghi est tombé. Le dernier pilier de l'Empire vient de s'effondrer. Mais la justice néerlandaise sait que l'arrêté ne suffit pas. Il faut le ramener. Et le ramener de Colombie, c'est un casse-tête diplomatique, juridique et sécuritaire qui va durer presque 2 ans. Le 7 décembre 2021, l'extradition est enfin validée. Et les Pays-Bas ne prennent aucun risque, aucun vol commercial, aucun transit par un aéroport civil. Un avion est affrété spécialement jusqu'à Bogota, sous escorte renforcée. Le dispositif est celui qu'on réserve aux prisonniers de guerre, pas aux suspects de droit commun. Le vol dure une dizaine d'heures. Razuki, menotté, enchaîné, escorté par des hommes armés jusqu'aux dents, traverse l'Atlantique en silence. Le gamin d'Overvecht rentre au pays, pas dans un cercueil, comme beaucoup de ses associés, mais dans un avion cargo, traité comme ce qu'il est devenu aux yeux de l'État, une menace existentielle pour la démocratie néerlandaise. À l'atterrissage, transfert immédiat, destination Leuby, la prison la plus sécurisée des Pays-Bas, celle où les murs écoutent, où les gardiens changent de rotation sans préavis, où chaque visite est filmée, enregistrée, analysée, le trou noir ultime pour un homme qui aimait l'ombre. Sauf que cette ombre-là, il ne l'a pas choisie. Le 27 février 2024, au tribunal de Schiphol, audience du procès Marengo. 100 millions d'euros. C'est ce que cette procédure a coûté aux contribuables néerlandais. Le procès le plus cher et le plus long, le plus médiatisé de l'histoire judiciaire du pays. Des années d'audience, des milliers de pièces à conviction, des témoignages sous haute protection, des avocats menacés, un déjà assassiné d'ailleurs. Et au centre de tout ça, derrière une vitre blindée, 2 hommes, Taghi et Razuki. La juge prend la parole. Le silence dans la salle est chirurgical. Chaque mot tombe comme une sentence avant la sentence. Pour Razuki, le verdict est sans appel. Coupable. Coordination de meurtre, participation à une organisation criminelle, blanchiment à échelle industrielle, la juge parle d'une absence totale de scrupules, d'un homme qui a réduit la vie humaine à une variable logistique. Il prend prison à perpétuité. Aux Pays-Bas, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas de remise de peine automatique, pas de libération conditionnelle garantie. Le néant judiciaire. Dans la salle, les familles des victimes écoutent. Certaines pleurent. D'autres fixent la vitre blindée, cherchant le regard de l'homme qui a commandé la mort de leur fils, de leur frère, de leur père. Razuki ne sourcille pas. Le même visage impassible qu'il a porté toute sa vie. Le masque du comptable,
celui qui n'a jamais tiré une balle, mais qui a signé plus d'arrêts de mort qu'un tribunal de guerre. L'ombre de Taghi a enfin un visage, un nom, un numéro de cellule, et une certitude. Il ne reverra jamais la lumière du jour. Parce que, finalement, c'est ça, la leçon de cette histoire. On peut être le plus intelligent, le plus discret, le plus méthodique. On peut même acheter des flics, traverser des océans, effacer son visage de toutes les bases de données du continent. Mais à la fin, l'ombre finit toujours par nous rattraper. Surtout quand c'est notre propre ombre. C'était Mess sur Empreinte criminelle. Si vous avez aimé nos vidéos, je vous invite vivement à vous abonner, ça nous donne de la force. Je vous remercie par avance. Ciao!